Donc, l'objet de mon intervention est de comprendre la signification, de faire comprendre la signification de l'oppression au travail, à partir de l'organisation du travail elle-même, c'est-à-dire de comprendre comment, dans l'organisation du travail, la séparation de la vie et du travail est une cause ultime d'oppression. Cette séparation s'accomplit dans ce que l'on nomme communément la rationalisation du travail, avec notamment, à partir notamment des travaux du contremaître Taylor dans son fameux livre, enfin fameux, non pas qu'il soit tellement lu, mais fameux parce qu'il a contribué à de nombreuses révolutions dans le monde du travail, à savoir l'organisation du travail à l'usine. En 1913. J'ai perdu ce petit... D'accord. Or, il apparaît que les travaux de Taylor n'ont pas seulement pour vocation de mettre en place une méthode de travail, ou en tout cas, s'ils ont pour vocation de mettre en place une méthode de travail, la signification de cette méthode est pour le moins métaphysique, puisque Taylor établit lui-même qu'il a pour fin ultime de donner naissance à des hommes spéciaux, c'est-à-dire des hommes spécialement conçus pour s'adapter aux tâches qu'ils doivent accomplir. Je partirai cependant d'un roman, celui de Jack London, Le temps des cerises, qui en 1899 décrit les déboires du personnage Jackson, un ouvrier de son état, qui, après une longue journée de travail, 17 heures en tout, se trouve mutilé. Il perd son bras. Or, donc il a le bras arraché dans une machine. Or, il apparaît que Jackson doute de pouvoir toucher les indemnités qui lui sont dues du fait que son avocat et son patron semblent de très bons amis. Il le dit en ces termes. Le colonel Ingram, le directeur de l'usine, et le juge Caldwell, chargé de trancher l'affaire, sont une paire d'amis. Ils fréquentent la même loge, le même club. Ils demeurent dans le même quartier, où je ne puis pas vivre, moi. Leurs femmes sont toujours fourrées l'une chez l'autre. Et ce n'est entre eux que parties de whist et autres train-train de ce genre. Ce passage montre comment une certaine organisation du travail conduit à la perspective suivant laquelle, en toutes circonstances, y compris les plus dramatiques, les jeux sont faits. Les accidents contenus dans une telle organisation n'en sont plus. Ils forment les risques du métier. Vertigineux paradoxe qu'il nous faut interroger, en ce qu'il exclut précisément l'idée de risque. L'insécurité physique et sociale dessine un statut, un état, une situation, une manière de vivre, chacun avec ses fréquentations, et les petits trains-trains qui vont avec, sans collision possible. Cependant que le travail est bien réel et qu'il faut bien s'y rendre jour après jour, que s'y joue-t-il ? La nécessité de travailler peut-elle souffrir une autre herméneutique que celle qui la traduit en des termes de soumission et de pouvoir ? Comment donner valeur symbolique au corps, à la vie, au risque de perdre un bras dans une usine textile ? Ce sera donc mon objet. Je procéderai en deux temps. D'abord, je chercherai à comprendre la signification de ce que j'ai nommé la séparation de la vie et du travail, à partir de laquelle j'affirmerai dans un second temps que l'ennui résulte essentiellement de cette séparation et qu'il n'en est pas seulement un symptôme, mais la forme métaphysique de cette séparation. Premièrement, séparation donc de la vie et du travail. Si l'ouvrier peut en période de prospérité économique se projeter de manière durable dans l'usine, comme nous pouvons d'ailleurs aujourd'hui le constater, ses enfants comme lui travailleront dans la même entreprise. Les périodes de crise révèlent au contraire le caractère illusoire de cet enracinement. La fermeture d'une usine s'accompagne immanquablement de drames sociaux et familiaux et concerne toute la région où elle fut implantée. Le chômage, ou l'absence de travail, ou la perte d'emploi révèlent donc la polarité de l'usine.
tous les rapports sociaux qui forment un espace commun de signification convergent vers elle. La précarité de la condition de l'ouvrier, l'ambivalence du milieu dans lequel il s'engage sont donc mises au jour ou révélées par le chômage. La contingence dans laquelle s'inscrit la carrière de l'ouvrier est structurelle. C'est là notre point de vue. C'est là mon point de vue, pardon. Autrement dit, l'exil de l'ouvrier est l'effet nécessaire de l'organisation du travail. Celle-ci repose en son essence sur la distinction entre la vie domestique et le travail. Paradoxalement, encore une fois, cette rupture n'implique pas que l'ouvrier s'affranchisse de ses besoins vitaux. Son travail n'a guère d'autre visée que leur accomplissement. Mais visée n'est pas sens. Et étant coupée de la vie quotidienne et familiale, l'usine rompt avec la signification des actions accomplies au rythme des besoins. Or, l'invention du travail ouvrier tient justement à cette antinomie avec le travail domestique. La manufacture ou l'usine marque l'avènement d'un espace propre au travail industriel. Par là, le travail n'est plus une activité contenue dans l'économie familiale. En même temps que le travail est coupé de la vie, il est aux yeux de l'ouvrier circonscrit dans l'exigence minimale de reproduction des forces de travail. Il ne s'agit donc pas ou plus de travailler pour vivre, mais de gagner sa vie par le travail. Le salaire suivant ce mouvement est extérieur à la chose produite et s'impose comme fin ultime. Plus le travail est abstrait, vide des contenus vitaux et des conditions personnelles d'existence, plus le produit gagne en objectivité. Il peut ainsi circuler et satisfaire l'échange capitaliste. Il en est de même du profit de l'entrepreneur. Travailler à l'ère capitaliste ne peut plus être une affaire qui relève du domaine privé. Toutefois, l'usine n'est pas non plus un lieu où la juridiction est à proprement parler objective. Et c'est là où les choses sont complexes. Il s'opère un double processus. En même temps que le travail perd sa dimension strictement domestique, c'est le modèle de l'administration privée qui s'étend dans les manufactures ou dans les usines. Le cadre juridique, le statut des ouvriers ne gagne pas en objectivité, alors même que les modes de production, eux, se rationalisent. L'usine propose la concentration de forces de production dans un cadre juridique proche de l'administration familiale. C'est à Max Weber que nous devons toutes ces analyses, s'inspirant lui-même d'Aristote, lorsqu'il affirme que les rapports domestiques ne relèvent pas du droit, mais de l'économie. Les normes domestiques s'opposent aux règles de droit. Elles procèdent par règlement, tandis que la juridiction garantit des prétentions objectives. Max Weber applique sa typologie au travail salarié et il montre que l'entreprise définit une administration privée qui échappe aux règles du droit objectif. L'ouvrier est soumis à des normes qui permettent de modeler son comportement. Ces normes, comme il apparaît très clairement dans la rationalisation tayloriste, ne demandent pas à être observées, mais doivent être vécues. L'ouvrier, dont on dit qu'il est à la chaîne, est ainsi défini par la tâche qu'il accomplit, par opposition au travailleur qui, en atelier, affirme pour lui-même une identité professionnelle. C'est pourquoi, avec sa qualité de sujet de droit, l'ouvrier perd alors la limite où abriter son quant à soi. Et cette disparition du sujet explique bien pourquoi la normalisation repose davantage sur l'autorisation que sur l'interdiction, c'est-à-dire sur la définition a priori des gestes et des comportements plutôt que sur leur contrôle a posteriori. C'est ce qu'on appelle une normalisation des comportements. Celle-ci implique une gestion du temps en rupture avec l'exercice normal de ce qu'on appelle aussi la conscience intentionnelle. Elle consiste en l'affirmation d'une immédiateté illusoire, comme si le sujet se trouvait enfermé dans l'actuel. Cette manière d'être définie fait penser, et peut-être mieux transmise, à travers fait penser au personnage de Hooligan, que vous connaissez tous bien sûr, mis en scène tel que le romancier Witold Gombrowicz, dans son livre Bakakai et dans la nouvelle Le Rat, le présente. Alors, Hooligan est une personne assez extraordinaire. Il le décrit comme un fier brigand, luron et bandit dévergondé. Il le décrit encore comme ayant une fière constitution, large et massive, et une âme aussi spacieuse.
Alors, quel rapport est-ce que je viens de dire? Le rapport est que Hooligan se livre à une guerre sans merci avec un autre personnage de la nouvelle qui s'appelle Scorabini, qui est juge de son État et qui est complètement obsédé par Hooligan et dont le but de l'existence, quasiment, est de parvenir à tendre un piège à Hooligan pour l'enfermer dans une cave. Scorabini a au contraire une personnalité aussi une personnalité, je sais pas moi, tout au contraire de Hooligan, c'est-à-dire une personnalité rétrécie, c'est un homme absolument sournois. Et en fait, son objet est le suivant, tel qu'il le dit, il veut tout juste rétrécir quelque peu, ratatiner, rabougrir, contracter Hooligan, puisque la mort, à ses yeux, serait tout juste le contraire d'une aubaine. La constitution large et massive de Hooligan le disposait tout au contraire à saisir les possibilités multiples de ce qui se présente à lui. Scorabini ne veut pas tuer Hooligan. Il veut rendre impossible l'expression d'une telle nature. Cette fiction de Gombrowicz montre en quoi consiste essentiellement la privation de liberté. Ne pas être libre, c'est être réduit, rétréci, être tenu dans l'immédiat, comme dans une cave. Le pouvoir du tyran est ainsi beaucoup plus prodigieux, non pas quand il démontre qu'il peut tuer, mais dans la mesure où il peut, comme le rappelle Simone Weil, faire une chose d'un homme qui reste vivant. En quoi l'organisation du travail peut-elle conduire à faire de l'homme une chose parmi les choses? Nous pouvons aisément comparer la situation de l'ouvrier modèle Schmitt, dont Taylor vante l'adaptation au travail dans son livre, qu'il adresse comme un manuel au contremaître des usines, à celle de Hooligan, qui subit les sévices du juge Scorabini. Voici ce que doit faire Schmitt pour augmenter son salaire. C'est Taylor qui parle. Vous ferez exactement ce que vous dira cet homme demain. Depuis le matin jusqu'au soir, quand il vous dira de marcher, vous marcherez, et quand il vous dira de vous asseoir et de vous reposer, vous vous asserrez, et ainsi toute la journée. Et ainsi, à la grande satisfaction de Taylor, qui rapporte cette expérience, Schmitt commença à travailler et toute la journée, à des intervalles réguliers, l'homme qui le surveillait avec une montre lui disait « Prenez une gueuse et marchez, arrêtez-vous, asseyez-vous, marchez, asseyez-vous, etc. » Schmitt est donc sélectionné pour accomplir cette tâche en fonction d'une évaluation stricte de ses aptitudes. La méthode que prône Taylor repose sur l'existence de règles qui devront être systématiquement vérifiées et enregistrées avant d'être appliquées dans les ateliers, ce qui exige l'installation d'un bureau. Et puisqu'il est matériellement impossible de travailler en même temps à sa machine et au bureau, cette méthode implique aussi, dans la majorité des cas, une séparation entre un homme uniquement occupé à préparer le travail et un autre chargé de l'exécuter. Lorsque Taylor parle d'hommes spéciaux, il n'entend pas seulement désigner les hommes chargés d'exécuter l'ouvrage. Ce vocable recouvre aussi l'activité de direction, de la direction chargée de le préparer. De la même façon, le modèle de la rationalisation s'étend à toutes les formes d'administration du travail, y compris le travail intellectuel, puisque Hannah Arendt parlera bien de penseurs professionnels. Cependant, à l'usine, l'organisation des tâches donne la mesure du rapport des ouvriers entre eux, comme avec la direction. La division du travail et le clivage économique finissent bien par rassembler les hommes. Chacun peut alors prendre la mesure des avantages que lui offre sa condition servile, depuis le point de vue rétréci où il se tient. L'ennui. Bannissant l'initiative et les stimulants personnels, l'organisation du travail telle que la vante Taylor gagne en rationalité à mesure qu'elle exclut le risque. Or, cette exclusion a pour effet principal de donner un sentiment insupportable d'ennui ou d'étirement du temps. Comme phénomène métaphysique, l'ennui est traditionnellement présenté sous une forme ambivalente. Il est à la fois ce que les hommes rejettent pour le vide qu'ils signalent dans l'existence, et de manière négative, il fournit l'énergie nécessaire à leur implication dans le champ social. L'ennui naît donc à la fois de la contemplation de la condition humaine et de sa négation. Ainsi, il est commun d'admettre que la vérité de la condition humaine se trouve dans l'expérience de l'ennui. Il est comme l'empreinte de la nécessité. L'indifférence aux choses provoque en effet leur indifférenciation. Rien ne les distingue parce qu'entre elles et celui qui s'ennuie, il n'y a rien.
Ennui provient de est mihi in odio, se met en haine. Il ne faut pas comprendre cette haine comme une passion ou une intention, puisque précisément, elle suspend toute passion et toute intention. Le « je » qui s'ennuie s'abandonne lui-même, ne se laissant plus appeler par rien, ni même par lui-même. Il devient impersonnel. Que se passe-t-il à l'usine? Comment se traduit ce désert qui se lève sur les choses? Quelle place est-elle accordée à la méditation de la nécessité? À quelle perception du monde cette méditation s'accorde-t-elle? Il importe de comprendre comment, en poussant à l'excès la séparation du travail et de la vie, l'usine figure un monde entièrement voué à la production. La pensée elle-même est bien contenue dans cette visée. C'est pourquoi le travail n'est pas confrontation à la nécessité du monde, mais aux normes définies au préalable, chacun étant tenu à sa tâche. Aussi, l'ennui propre à l'organisation du travail est à l'usine un remède, une réponse à la forme existentielle de l'ennui, empreinte de la nécessité. De ce fait, la substitution opérée à l'usine entre ces deux formes d'ennui fait de l'usine un lieu qui se substitue lui-même au monde, un prestige. De la même façon que dans la caverne de Platon, les ombres s'imposent comme des êtres réellement existants. Aussi, l'uniformité à l'usine n'est pas une imitation des mouvements des constellations, mais une imitation de ceux des horloges. Elle incarne un mouvement illusoire de réconciliation de l'homme avec lui-même, comme si les tâches accomplies correspondaient à la destination de l'homme. La rationalisation n'est donc pas simplement une méthode de travail, mais elle définit en même temps un projet métaphysique. Taylor disait que son objet était bien d'aider à la formation d'hommes spéciaux, dont le corps et l'esprit seraient pleinement contenus par les tâches conçues à partir d'une évaluation préalable de leur potentialité. Ainsi, l'usine est le produit d'une fermeture de l'existence, d'une répétition inlassable du même. Il donne naissance à une perception, l'ennui, j'ai dit l'usine, je crois. L'ennui donne naissance à une perception délirante du monde où l'altérité n'a plus de prise. L'homme en proie à cet ennui ressemble à Narcisse, qui se languit de sa propre image. C'est pourquoi l'ennui est indissociable de l'idolâtrie. D'abord parce qu'en l'absence de limite par laquelle l'homme pourrait se déterminer, il se nourrit d'images, et d'autre part parce que ces images, n'étant par nature jamais satisfaisantes, elles renforcent son ennui. La solution est alors l'idolâtrie, par laquelle est affermi le pouvoir des images, c'est-à-dire par laquelle les images ne doivent plus apparaître comme telles, mais comme des choses réellement existantes et susceptibles d'orienter l'existence. L'ennui nourrit donc la démesure, une représentation d'un monde sans limite. Au niveau du travail ouvrier, le désintérêt radical que les tâches suscitent s'accorde à un monde livré à la démesure. La démesure désigne en effet la perte de tout équilibre et de tout rapport perceptible entre l'homme et les choses, l'action et les effets de l'action, entre le travail et ses résultats, entre les différents postes, les différentes fonctions, entre les résultats et la méthode, entre les systèmes de signes et le réel, entre l'esprit et le corps. Simone Weil précise « La quantité se change alors en qualité, et en particulier une simple différence de quantité suffit à transporter du domaine de l'humain au domaine de l'inhumain.